Dans cet épisode, Judith, orthophoniste, et Geneviève, adulte qui bégaie et candidate à la maîtrise en orthophonie, reçoivent Jean-François Leblanc, président de l'association Bégaiement Communication, conseiller à l'information scientifique et adulte qui bégaie. Jean-François vulgarise avec brio pour nous les avancées scientifiques en matière de génétique du bégaiement. On parle de prédisposition, de polygénisme, d'environnement et même de souris qui bégaient. Salut Geneviève! Salut Judith! Écoute, aujourd'hui, on a un sujet vraiment très intéressant et un invité spécial. Donc, on sait que depuis les années 40-50, le bégaiement a fait l'objet de plusieurs études et recherches scientifiques, mais on dirait que depuis les années 90, début 2000 surtout, les recherches se sont davantage portées sur les aspects génétiques, entre autres. Donc, essayer de comprendre un peu l'aspect génétique en lien avec le bégaiement. C'est un champ extrêmement dynamique et actif. Et tranquillement, on commence à comprendre un petit peu mieux la complexité du bégaiement. Donc, le début, le développement du bégaiement, puis la persistance. Puis aujourd'hui, on a quelqu'un un invité spécial qui va nous parler justement de génétique et bégaiement. Oui, pour en parler, on reçoit Jean-François Leblanc, qui est président de l'association Bégaiement Communication et qui est également conseiller à l'information scientifique à Emma Québec et aussi qui est un adulte qui bégaie. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, je voulais seulement préciser que ce qu'on vous présente dans cet épisode est un aperçu des connaissances à ce jour sur le plan de la génétique. On n'a pas la prétention du tout de voir tout en détail, mais plutôt de donner une bonne idée de ce qui se fait dans ce domaine depuis environ les 5 dernières années. Donc, Jean-François, est-ce que tu voudrais nous dire quelques mots sur toi? Bien sûr. Bonjour à vous deux. Je m'appelle Jean-François Leblanc. Je suis effectivement président de l'association Bégaiement Communication et j'ai certaines connaissances en génétique du fait que j'ai un bac en physiologie de l'Université McGill et j'ai également fait une maîtrise en microbiologie et immunologie à l'Université McGill. Et suite à ça, j'ai travaillé 10 ans en tant qu'assistant de recherche dans 3 laboratoires différents. Et ça fait près d'une vingtaine d'années que je suis conseiller à l'information scientifique à Emma Québec, où je fais essentiellement de la veille scientifique et technologique. Merci beaucoup d'être là, Jean-François. On a bien hâte là, de discuter génétique avec toi. Ça me fait plaisir. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire, pour débuter ce podcast, comment ont commencé les recherches en génétique du bégaiement? Depuis environ une quarantaine d'années, on sait que dans certaines familles, il y a une forte prévalence de bégaiement chez les adultes. Donc ça supposait un facteur génétique parce que c'est presque impossible que tous ces individus qui avaient un bégaiement avaient été exposés aux mêmes facteurs environnementaux ou au même environnement familial. Donc, ça laisse supposer qu'il y a une prédisposition génétique. Ça, c'est une chose. L'autre chose qui a été observée depuis 30 ou 40 ans, c'est chez les paires de jumeaux identiques, donc des jumeaux qui ont le même bagage génétique. Lorsqu'un des deux jumeaux bégait, l'autre jumeau identique a entre 40 et 80 de chances de bégayer, ce qui est beaucoup plus élevé que la population générale où le bégaiement est de l'ordre de 1 à 2 ce qui suppose encore une fois que le facteur génétique entre en cause et prédispose à avoir un bégaiement développemental persistant. Donc ça fait depuis 30-40 ans que l'on a observé ça. Les premières études de sciences pures et dures sur les liens entre la génétique et le bégaiement ont été faites dans la décennie 2000, de 2000 à 2010. Il y a des familles qui ont été identifiées où il y avait énormément de cas de bégaiement. Et ce que les scientifiques ont fait, c'est du linkage génétique. Là, j'entre un peu dans le vif du sujet, mais ce que ça consiste à faire, c'est que, j'ouvre une parenthèse, depuis l'élucidation du génome humain qui date de la fin des années 90, début des années 2000, ce grand projet-là a permis d'identifier énormément de marqueurs génétiques polymorphiques. Ce que ce sont des séquences dans l'ADN humain
qui varient d'une personne à l'autre. Et ces marqueurs-là sont très bien cartographiés sur les 23 chromosomes. On sait où est-ce qu'ils sont et on connaît même leur fréquence dans la population. Je vous rappelle, l'alphabet génétique humain, c'est constitué de 4 lettres, le A, C, G, T, et la séquence de ces lettres-là détermine la séquence de la protéine qui va être codée par les gènes. On va simplifier les choses. Un gène égale une protéine. Donc, en utilisant quelques centaines de ces marqueurs-là, et en testant et en déterminant quelles sont les variations sur ces marqueurs-là au sein de ces grandes familles où il y a énormément de codes de bégaiement, ce qu'on cherche, c'est à trouver un dénominateur commun parmi tous les cas de bégaiement et qu'on ne retrouve pas chez les individus qui ne bégaient pas dans ces familles-là. Donc, c'est ça l'idée du linkage, c'est de trouver un segment de chromosome que les cas, donc que les personnes qui bégaient partagent et qu'on ne retrouve pas chez les personnes qui ne bégaient pas. Et cette recherche-là a permis d'identifier plusieurs segments de chromosomes qui étaient liés au bégaiement. Le premier qui a été identifié très clairement, c'est le bras long, je crois, du chromosome 12. Et il y a d'autres segments de chromosomes qui ont été identifiés comme prédisposants, où en fait, on suppose qu'il y a des mutations qui prédisposent. Mais quand on fait ce genre d'études de linkage-là, il y a énormément de calculs statistiques qui doivent être faits pour déterminer la puissance statistique là, du linkage. Ça peut être très faible, ça peut être très fort. Mais dans le cas du chromosome 12, c'était clair qu'il y avait un segment de chromosome qui contenait un gène dont les mutations prédisposaient au bégaiement. Que c'était pas juste du hasard, là, c'est exactement ça. Hein? Bien, c'est pour ça que c'est important de faire de la statistique, c'est que quand on fait ce genre d'études-là, le chiffre magique, c'est le LOD score, qui veut dire Logarithm of the Odds. Donc, les chercheurs arrivent avec un chiffre qui estime comment est-ce qu'on aurait pu avoir ce linkage-là juste par le flux du hasard. Puis, le critère pour avoir un LOD score significatif, là, je ne me rappelle plus de la valeur du chiffre, mais c'est presque impossible d'avoir un tel linkage dû au simple fruit du hasard, ce qui suppose que ce bout de chromosome-là est porteur de mutations qui sont liées aux traits que l'on voit. Dans notre cas, c'est le bégaiement. Dans ton explication, tu précises qu'on parle de prédisposition. Oui. Donc, quand on est porteur de cette mutation-là, ça ne veut pas dire qu'on va bégayer 100%. Ça se peut qu'on ne bégaye pas, mais Donc, on parle plutôt de prédisposition. Oui, parce que, ça, c'est les études qui ont suivi, qui l'ont démontré, c'est pas 100% des personnes qui sont porteuses de ces mutations-là qui vont développer un bégaiement développemental persistant. Et il y a un mot pour ça, c'est la pénétrance d'une mutation. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des facteurs hauts, probablement des facteurs environnementaux, déclencheurs, qui vont faire en sorte que le trait va se manifester chez peut-être 80% des individus, mais il y en a un 20% qui sont porteurs de la mutation, mais qui, pour des raisons que l'on ne connaît pas, ne développeront pas de bégaiement persistant. Voudrais-tu nous parler un petit peu justement de cette vision-là de génétique versus d'épigénétique, qui c'est un petit peu relié à ça, l'espèce de bagage génétique qu'on a à la naissance, mais qui peut s'exprimer ou non selon ce qu'on vit, selon nos habitudes de vie, notre environnement? C'est pas ma spécialité, mais ce que je sais de l'épigénétique, c'est pas des modifications du génome, mais ce sont des modifications à l'ADN, mais pas nécessairement à la séquence. C'est plutôt des groupements chimiques qui sont ajoutés dans l'ADN à certains endroits, puis qui vont faire qu'un gène va être activé plus ou moins. Et ça, l'épigénétique, ça ne se transmet pas de la mère à l'enfant. Donc, fort probablement que les facteurs environnementaux entrent en cause. Mais quels facteurs environnementaux, dans le cas du bégaiement, pourraient moduler l'expression de tel ou tel gène? Ça, on ne le sait pas. Je ne pense pas que ça a été élucidé, mais c'est un domaine de recherche qui serait certainement très, très intéressant. Donc, ça veut dire que si on résume, dans le fond, c'est que pour l'instant, on sait qu'il y a certains gènes qui ont commencé à être pointés du doigt comme étant responsables, si on veut, du bégaiement ou qui se retrouvent chez les gens qui bégaient. Bien, est-ce que je peux... Oui. Bien, suite aux études de linkage, ce que ça a permis de faire, c'est de partir de 3 milliards de nucléotides, puis 23 chromosomes à un bout sur le chromosome 12, qui contient peut-être entre 100 000 et 1 million de nucléotides. Donc, le linkage permet de nettoyer
puis de cibler spécifiquement une région du génome. Et en 2010, l'équipe de Dennis Drainer, ça c'est un nom qui va certainement revenir parce que c'est l'équipe qui est la plus en vue en matière de génétique du bégaiement. En 2010, ils ont publié un article où ils ont caractérisé la région du chromosome 12 qui avait été identifiée 5 ans plus tôt comme étant liée au bégaiement. Ils ont probablement fait énormément de séquençage d'ADN. Ils ont comparé la séquence chez les gens qui avaient un bégaiement et la même séquence chez les gens de la même famille qui n'avaient pas de bégaiement. Et ils ont identifié plusieurs mutations dans un gène qui a un nom très, très sexy, là, qui s'appelle GNPTAB. Ce que ça veut dire, c'est, en fait, c'est une abréviation pour N-acétylglucosamine 1-phosphotransférase. Donc, ils ont identifié des mutations seulement chez les cas de bégaiement, pas chez les normaux, mais, encore une fois, quand on parlait de pénétrance un peu plus tôt, dans leur article de 2010, ils ont, je pense, identifié 2 individus dans leur famille qui avaient la mutation, mais qui ne bégayaient pas. Donc, ce qui tend à dire que l'effet n'est pas de 100%, quoi. Et qu'est-ce que c'est que ce gène-là? Bon, j'ai parlé de GNPTAB. J'ai dit un peu plus tôt que les gènes codent pour des protéines. Dans ce cas-ci, ça code pour une enzyme. Les enzymes, c'est une famille de protéines qui accélère des réactions chimiques dans l'organisme. Donc, ce que cette enzyme-là fait, c'est qu'elle ajoute des groupements sucre à des protéines et la machinerie de la cellule va reconnaître ces groupements-là pour pour cibler la protéine qui contient ce groupement-là vers un des organes de la cellule qui s'appelle le lysosome, qui est un organe de dégradation de protéines ou de recyclage de protéines. C'est un mécanisme qu'on retrouve dans toutes les cellules. Et ça a été la première surprise de cette découverte-là, c'est que normalement, on se serait attendu à trouver un gène neurospécifique, un gène qui est actif ou exprimé seulement dans le cerveau, un gène qui est impliqué dans les synapses ou dans les neurotransmetteurs ou quelque chose du genre. Donc ça a été la première surprise parce que c'est une fonction que l'on retrouve dans toutes les cellules. Par contre, il semblerait que dans le cerveau et dans certaines zones du cerveau, une baisse de l'activité de cette enzyme-là de l'ordre de 30%, c'est suffisant pour prédisposer au bégaiement parce que le linkage, encore une fois, est tellement solide que nécessairement, il faut que ce soit ce gène-là qui soit impliqué. Puis ils n'ont pas identifié d'autres mutations dans les gènes avoisinants qui auraient pu causer ou expliquer ce linkage-là. Et plus tard, dans les modèles animaux, et je vais en parler un peu plus tard, ça a confirmé cette observation-là. Et ça a surpris énormément, je pense, l'équipe qui a fait cette découverte-là. Et initialement, je pense que les gens ne savaient pas trop quoi faire avec ça parce que à partir d'une enzyme qu'on retrouve dans toutes les cellules, dire que ça prédispose au bégaiement, le lien, le mécanisme par lequel cette mutation-là pouvait prédisposer, c'était loin d'être évident. Jean-François, ça serait intéressant aussi, peut-être juste une petite parenthèse, parce que je pense que ce processus-là touchant les lysosomes là, que tu viens d'aborder, est-ce que ça se peut que ça se retrouve dans d'autres troubles neurodéveloppementaux? Oui, effectivement, ce gène-là était connu pour être impliqué dans une maladie métabolique très, très rare. Et là, je vais rentrer dans les détails de la génétique du bégaiement versus ces maladies-là. Dans le cas des mutations qui ont été identifiées par Drainer, qui ont été publiées en 2010, c'est des mutations qui sont hétérozygotes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il faut comprendre qu'on a 23 paires de chromosomes, c'est-à-dire on a 2 chromosomes 1, 2 chromosomes 2, et ainsi de suite. Il y a juste les chromosomes sexuels, les X et les Y, où les hommes et les femmes sont différents, mais pour les 22 premiers, il y en a un qui provient du père, un qui provient de la mère. Donc, on a 2 copies de chaque gène. Généralement, les 2 copies vont être identiques. Et parfois, elles vont avoir des variations qui vont être bénignes. Et parfois, elles vont avoir des variations qui vont être beaucoup plus importantes. Il y a une des copies qui va être fonctionnelle, puis l'autre ne le sera pas. Dans le cas des mutations que l'équipe de Drainer a identifiées, ce sont toutes des mutations qui sont hétérozygotes. Ce que ça veut dire, c'est que les gens ont une copie du gène qui est fonctionnel et une copie qui est porteur de la mutation qui est décrite dans l'article publié en 2010. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont hétérozygotes, c'est que les 2 copies sont différentes. Il y en a une qui est 100% fonctionnelle et l'autre, l'activité de l'enzyme qui est codée par ce gène-là est diminuée de 30%. Et il semblerait que c'est juste cette baisse qui est relativement faible
c'est suffisant pour prédisposer au bégaiement. Je reviens aux maladies métaboliques. Ce gène-là était connu pour être muté et de causer une maladie métabolique très rare lorsque les deux copies du gène étaient affectées, puis par une mutation grave qui inactive complètement le gène. Dans ce cas-là, oui, ça crée une maladie métabolique très, très rare, un développement moteur et un développement mental retardé. Et dans le cas des mutations du gène GNP-TAB, les mutations qui inactivent à 100% vont faire en sorte que l'individu qui naît avec cette maladie-là a une espérance de vie de moins de 10 ans. Il y a d'autres gènes qui sont reliés à GNP-TAB, et je vais en parler un peu plus tard, où le même genre de syndrome peut survenir. C'est très, très rare. Et l'espérance de vie est un peu plus grande, mais ça altère, encore une fois, le développement moteur et le développement mental. Ce qui nous amène, si on revient sur le bégaiement, la baisse d'activité est quand même assez ténue, mais le linkage est tellement fort et les modèles animaux dont je vais parler un peu plus tard ont eu tendance à confirmer que le fait de baisser un peu l'activité de ce gène-là, ça faisait en sorte que le modèle de souris, ça affectait leur vocalisation. Ça nous ramène au bégaiement aussi. Oui, c'est ça. Mais voudrais-tu justement aborder là, les dernières études de Drena sur les souris? Bien, lorsque j'ai dit un peu plus tôt que lors de la découverte de ce gène-là, les gens étaient un peu perplexes. Ils se disaient, pourquoi un gène qu'on retrouve dans toutes les cellules, qui lorsqu'il est porteur d'une mutation grave, cause un syndrome qui est beaucoup, beaucoup plus important que le bégaiement. La seule façon d'élucider cette question-là, c'était de développer un modèle animal. Il y a juste les humains qui parlent, mais il y a plein d'animaux qui se servent de vocalisation pour communiquer. Et en génétique, le modèle le plus connu, le modèle de mammifère le plus connu à part l'humain, c'est la souris. Donc, le génome de la souris est très bien connu et les manipulations génétiques chez la souris, ça fait 35 ans que les gens en font. C'est facile d'introduire une mutation dans un gène homologue de souris et de tester l'effet, voir chez la souris. Et c'est exactement ce que Drena et des collaborateurs de Washington University ont fait. Ils ont fait ce qu'on appelle une souris knock-in. Donc, ils ont introduit cette mutation-là dans le gène homologue de la souris. Ils ont observé les effets. Puis, initialement, ils n'ont pas vu grand-chose. Les souris étaient parfaitement normales, se comportent normalement, croissent normalement. Mais lorsqu'ils ont mesuré les vocalisations des souris nouveau-nées ou des souris qui avaient 3 à 5 jours, et en particulier l'appel vers la mère, c'est que si on place les souris nouveau-nées toutes seules au milieu d'une table, c'est inné, là, elles vont appeler leur mère. Et ces vocalisations-là sont très bien caractérisées, sont très bien connues. Et c'est pour ça que l'équipe scientifique qui ont construit ces souris-là se sont penchés sur ces vocalisations-là parce qu'elles sont très bien connues, très bien caractérisées. Et ce qu'ils ont observé, c'est que les vocalisations étaient altérées. Puis c'était significatif, là. Ils ont fait des statistiques et il y avait comme ce qui ressemblait à des blocages. Et donc, ce qui ressemblait d'une certaine façon au bégaiement. Ils sont même allés plus loin que ça. Ils ont pris des personnes qui bégaient et les ont soumis au même test qu'ils ont fait subir aux souris, voir si le pattern de vocalisation qu'ils mesuraient par cet appareil-là, je ne me rappelle pas du nom de l'appareil, donnait à peu près les mêmes résultats. Et oui, en fait, ils ont pris des individus qui étaient porteurs de la même mutation. Ils ont vu pas mal des patterns similaires. Ce qui est une preuve assez... je cherche le mot français de tu peux le dire en anglais, puis on va traduire ça. Ce que les Anglos disent, c'est compelling, c'est-à-dire c'est très convaincant. Remarquable. Oui, convaincant, disons, que les mutations qui avaient été identifiées 6 ans plus tôt, parce que l'article sur les souris, le premier, est paru en 2016. Donc, ces mutations-là ont clairement un rôle à jouer dans la prédisposition des personnes au bégaiement. Et aussi, juste pour compléter, là, pour ceux qui se questionnent, mon Dieu, ma souris, je ne l'ai jamais entendue vocaliser, c'est que c'est ultrasonique. Hein? Ouais. C'est comme des sons que l'oreille humaine ne perçoit pas. Donc, ne vous questionnez pas à la maison. Non, nous n'entendons pas les vocalisations, mais en laboratoire, sont capables d'aller
mesurer là, les vocalisations à ces niveaux de fréquence hyper élevés-là. Là. Merci de cette précision, Judith. Je me rappelle que dans un congrès de la, de la National Stuttering Association, parce qu'on en parle presque dans chaque épisode, c'est pour ça que je trouve ça drôle. J'avais assisté à une conférence de Dennis Draina. Et il disait justement, il parlait de ces souris-là. Et c'est une parenthèse drôle que je fais là. Il avait placé la souris porteuse de la mutation dans une cage séparée entière. La souris porteuse de la mutation dans le tiers à droite, par exemple. Au centre, il avait mis une souris femelle. C'était deux mâles. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y avait deux mâles, puis la femelle est au milieu. Oui. Ouais. Le mâle à droite n'était pas porteur de la mutation. Et il voulait voir si la souris femelle serait plus attirée par la souris porteuse de la mutation ou non. Et il avait vu que, de manière significative, la souris femelle était plutôt attirée vers la souris qui n'était pas porteuse de la mutation. Pour ceux qui sont intéressés à aller écouter ça, là, c'est le podcast de Starter Talk de Dennis Draina, justement, qui parle de ça. Mais c'est en anglais, là. Mais pour ceux qui voudraient entendre Dennis Draina raconter ça, vous pouvez aller écouter le podcast. On promet le lien en bas sur la page Internet. Mais c'est ça. Puis là, on se dit bouh pour la femelle qui choisit. Méchante femelle qui n'est pas ouverte d'esprit. Non, bouh! Dans le public, je suis certaine qu'il y a des gens qui peuvent se demander, mais si c'est génétique, le bégaiement, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut rien faire pour améliorer nos conditions de vie, voire améliorer la fluidité? Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? C'est pas... il ne faut pas être fataliste par rapport à ces découvertes-là. Il y a une autre observation intéressante dans les familles où il y a une forte incidence de cas de bégaiement et pas nécessairement celles qui sont porteuses des mutations. Le ratio homme-femme est beaucoup plus équilibré que ce qu'on se trouve dans la population générale. C'est genre 60% hommes, 40% femmes, alors que dans la population générale adulte, c'est genre 80% hommes et 20% femmes. Il semblerait que les jeunes filles, parce que la prévalence du bégaiement chez les enfants est plus élevée, il semblerait que les jeunes filles ont une capacité plus grande à s'adapter à peut-être une prédisposition et à... Je n'utiliserai pas le mot surmonter, mais je ne sais pas quel mot que vous utilisez. Les orthophonistes... C'est comme si le cerveau féminin était capable de mieux gérer cette irrégularité-là de bégaiement, si on veut, en bas âge, pour arriver à... le terme que j'utilise, c'est se réorganiser. Le cerveau féminin se réorganise pour ne plus présenter de bégaiement avec le temps. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-François. Mais c'est super intéressant ce que tu viens de dire là. Mais quand un enfant cesse de bégayer, comment est-ce que vous appelez ça? Est-ce que vous appelez ça une résolution du bégaiement? La récupération naturelle. OK. Ouais, ou des fois, on dit récupération spontanée. Mais c'est en anglais, mais c'est son truc naturel, j'aime bien parce que ça implique normalement qu'il n'y aurait pas eu de traitement ou autre chose. La plupart du temps, là, parce qu'encore là, les études varient, puis des fois, on se rend compte qu'à certaines études, il y avait eu un peu de traitement, là, mais naturel, j'aime bien, là, récupération naturelle. Parenthèse, j'entends parfois dans des podcasts anglophones, ils disent lose their stuttering, fait qu'ils le perdent, puis je trouve que c'est une belle manière de voir, comme ils l'ont perdu. Ah, c'est plate pour eux. Non, non, c'est pas vrai. Mais bref, ces observations-là que tu mentionnais, Judith, sur les filles, je pense que ça démontre la plasticité du cerveau. Peut-être que ces jeunes filles-là, comme les petits garçons, ont une susceptibilité génétique ou autre, mais elles ont la plasticité, elles ont peut-être une meilleure plasticité. Puis je pense que Draina l'a déjà dit d'ailleurs dans un podcast, que les jeunes filles avaient une plus grande plasticité, puis elles sont capables de récupérer ou elles sont capables de s'adapter, oui, effectivement. Oui, c'est ça, parce que juste pour compléter à ce niveau-là, la récupération naturelle, là, on pense qu'en bas âge, il y a quasiment autant de garçons que de filles qui présentent un bégaiement. Dans ce cas-ci, on peut dire transitoire, parce que souvent, ça s'en va.
peut-être, là, encore là, les études varient. Là, il y en a qui disent 5 % des enfants, il y en a qui vont jusqu'à 11, 17 % même des fois, là, ça varie. Mais on sait que le chiffre est quand même plus élevé en bas âge. Puis plus les enfants vieillissent, mais la plupart, justement, des filles, dans ce cas-ci, vont récupérer la fluidité pour arriver adultes à un ratio pas mal de 4 à 5 hommes pour une femme qui bégaye, puis touchant 1 % à ce moment-là de la population, à peu près de ce qu'on sait jusqu'à maintenant, parce que encore là, les études, ça continue de progresser, puis dans les prochaines années, on va peut-être avoir d'autres informations davantage, mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire qu'il y a quand même un aspect au niveau de la plasticité cérébrale, puis ça, on le sait pas encore nécessairement pourquoi la fille versus le garçon, là, tu sais. Puis est-ce que, Jean-François, est-ce qu'il y a d'autres informations que tu trouves qui sont pertinentes par rapport à... Parce qu'on a parlé beaucoup d'apparition du bégaiement, puis de garder le bégaiement, d'avoir un bégaiement qui est persistant. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'apparaissent que tu pourrais rajouter là, par rapport à ça? Pour continuer et peut-être conclure sur les gènes de susceptibilité, lors de la découverte du premier gène, le gène PTAB, qui est impliqué dans le métabolisme, il y a d'autres enzymes dans ces mécanismes cellulaires qui se rapprochent de cette enzyme-là. Et par analogie, l'équipe de Drainos se sont dit peut-être qu'il y a des enzymes qui agissent en amont ou en aval de cette enzyme-là sont également impliquées. Puis ils ont effectivement trouvé des mutations dans d'autres gènes chez les personnes qui bégaient dans certaines familles. Des gènes genre GNP-TG qui codent... Malheureusement, je n'ai pas pris le nom en note, mais c'est un nom très, très long puis assez compliqué. C'est correct. Et ce gène-là est situé sur le chromosome 16. Et ils ont identifié des mutations dans un autre gène qui est relié à ces voies métaboliques-là, qui s'appelle NAGPA pour N-acétylglucosamine 1-phosphodiesphère alpha-N-acétylglucosaminidase. Wow, c'est magnifique! Bref, c'est une autre enzyme qui rajoute des groupements sucre sur les protéines et qui vont faire que les protéines vont être ciblées vers tel organe de la cellule ou vers le noyau de la cellule ou vers la membrane de la cellule. Donc, ça tourne encore une fois autour de mécanismes cellulaires de base. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas eu de données de linkage. Donc, on n'est pas vraiment sûr que c'est ça qui cause ou qui prédispose. Par contre, il y a un quatrième gène qui a été identifié qui s'appelle AP411 pour Adapter Protein Complex 4 Epsilon 1, qui, lui, est sur le chromosome 15. Et les données de linkage sont solides dans le cas de ce gène-là. Par contre, on n'a pas, je ne connais pas vraiment la fonction de gène-là. Il n'y a pas d'études chez l'animal qui ont été faites jusqu'à maintenant. Mais bref, tout ça, ce que ça démontre, c'est que le caractère génétique du bégaiement, c'est généralement polygénique. Et quand on voit des cas de bégaiement sporadiques, comme moi, j'ai pas vraiment d'oncle ou de tante ou qui bégait, puis j'ai pas de frère ou de sœur qui bégait. C'est peut-être un assemblage de variants génétiques sur différents gènes qui augmentent la susceptibilité au bégaiement. Donc, Jean-François, ce que tu dis, c'est super pertinent. Donc, pour toi, dans ta famille, il n'y avait pas de bégaiement à ta connaissance, en tout cas, là, des membres de ta famille qui bégayaient. Puis ça, je l'entends souvent en thérapie, en fait, en clinique. Pour certains que c'est clair, ah oui, mon grand-père bégait, mon oncle bégait, ma tante, c'est un peu comme rassurant à quelque part. Là. Moi, c'est ce que je sens là, avec les clients, de dire, ah ben ok, c'est pour ça que je bégais, bon ben c'est dans ma famille, puis tu sais, c'est comme ça. Mais il y a beaucoup de clients qu'il n'y en a pas dans leur famille, à leur connaissance, puis même quand ils ont beau creuser, ils ne trouvent pas d'autres membres de la famille proches ou élargis qui bégaient. Donc, comment on pourrait expliquer ça pour ces gens-là, tu sais? Je le ferais par analogie avec d'autres pathologies qui sont polygéniques. Et quand je dis polygénique, ça veut dire plusieurs gènes impliqués. Le cancer est une des maladies polygéniques bien connues. Il y a des cancers qui sont génétiques. Dans les années 90, il y a 2 gènes de susceptibilité au cancer du sein, BRCA1 et BRCA2, qui ont été découverts. Mais encore une fois, puis ça, il y a une analogie avec le bégaiement, c'est que la pénétrance des mutations identifiées dans ces gènes-là n'est pas de 100%, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui étaient porteuses de mutations
qui aurait dû les rendre plus susceptibles à développer un cancer du sein à un jeune âge, qui ne développaient pas de cancer, qui étaient rendus à 50 ou 60 ans, puis il n'y avait pas de cancer du sein. Et l'autre chose qu'on a observé suite à ces découvertes-là, c'est que les mutations dans ces gènes-là, chez les femmes qui avaient des cancers du sein, ça représente peut-être au gros maximum 10% de tous les cancers du sein, ce qui veut dire que 90% des cas de cancer du sein, où il y a peut-être une composante génétique du fait de la fréquence du nombre de cas de cancer dans certaines familles, bien, fort probablement que ce n'est pas hygiénique, parce que quand on séquence les gènes BRCA1 et BRCA2 dans ces familles-là, chez ces femmes-là qui ont eu un cancer à un âge relativement jeune, on ne trouve pas de mutation. Donc, dans ces cas-là, c'est probablement polygénique. C'est dû à plusieurs variants génétiques qui se retrouvent parfois chez certains individus en fonction de l'héritage des chromosomes du père et de la mère qu'ils ont eu ou qu'ils n'ont pas eu. Et c'est ce qui fait que certains vont être plus susceptibles à développer un cancer du sein. Par analogie, dans les cas sporadiques de bégaiement, où on retrouve un ou quelques cas seulement de bégaiement persistant, c'est peut-être un assemblage de variants génétiques qui font que certains individus ont un complexe de variants qui vont faire en sorte que ça va augmenter leur susceptibilité à développer un bégaiement. Et il y a des études qui ne sont pas seulement faites sur les familles où la prévalence du bégaiement est très élevée. Il y a des études qui sont faites sur des gens qui n'ont pas de liens familiaux, mais qui bégaient. Oui. Shelley Jo Craft est une étoile montante, je dirais, dans ce domaine-là. C'est une chercheure qui est à l'Université Wayne State à Détroit. Et elle a adopté une approche différente de celle de Drena, qui est une approche dite Genome-Wide Association Study. Donc, l'idée, c'est de recruter des personnes qui bégayent, pas nécessairement des familles où il y a une forte incidence, de recruter le plus de gens qui bégayent possible et des populations les plus diverses possibles, et d'identifier des marqueurs génétiques qui sont communs. Parce que quand je parlais des marqueurs génétiques au début du podcast, c'est possible d'appliquer la même approche, mais sur des populations qui ne sont pas nécessairement familiales, sur des populations at large, et d'identifier des dénominateurs communs chez les personnes qui bégaient et des fréquences beaucoup plus faibles chez les gens qui ne bégaient pas. Et à partir donc de cette différence de fréquence-là, de variants génétiques, là, sachant que tel variant est sur tel chromosome, sur tel segment, là, on peut aller chercher et identifier des mutations dans les gènes qui sont avoisinants tel marqueur qu'on retrouve chez les gens qui bégaient, mais qu'on ne retrouve pas chez les gens qui ne bégaient pas. Donc ça, c'est une approche plus populationnelle, mais qui va, à moyen ou long terme, nous permettre d'identifier probablement plusieurs gènes dont les variations subtiles sur chacun de ces gènes-là, quand on les assemble, quand on a 3, 4 ou 5 gènes qui ont des variations, ça peut faire en sorte que la susceptibilité à développer un bégaiement serait augmentée. Donc, avec le temps, ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus de connaissances à ce niveau-là, parce que pour l'instant, Jean-François, dirais-tu on est au balbutiement, disons, des connaissances génétiques en bégaiement? On ne fait que commencer, disons. Certainement, mais je pense que les travaux de Drena sont quand même solides. Là. Surtout la confirmation dans les modèles animaux que le fait de recréer ces mutations-là chez la souris, ils ont observé des changements dans les vocalisations de ces souris-là. C'est une preuve assez forte là, que ces changements génétiques-là augmentent la susceptibilité. Là. Mais oui, on est au début de cette recherche-là. Je pense que les travaux de Shelley Jo Craft c'est à surveiller au cours des prochaines années, puis on devrait en apprendre beaucoup plus sur le bégaiement et aussi sur le développement du langage. Peut-être, ultimement, en fait, ces études-là, ça va peut-être servir à faire des tests, peut-être dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas, là, mais faire un test à savoir quel enfant serait susceptible d'avoir un bégaiement persistant. Est-ce que ça serait ça un peu l'idée ultime derrière tout ça? Ce serait, je pense, une des applications cliniques possible. Mais ce qui serait encore plus intéressant, c'est si on savait que tel variant, telle thérapie va être efficace pour ces variants-là et telle autre thérapie va être efficace chez un autre variant. Ça permettrait, je pense, d'augmenter de beaucoup l'efficacité de la thérapie.
C'est ça, exemple, une approche X pour tel type de bégaiement chez ces gens-là, puis une approche Y pour les autres types qui ont un bégaiement, les personnes qui ont un bégaiement, mais qui seraient dues à d'autres mutations génétiques. Donc, d'avoir vraiment... de pouvoir arrimer, en fait, le traitement avec le type de... la cause de notre bégaiement propre, disons. Là. Je le résume comme ça. OK. Oui, tu as mentionné tantôt que c'est probablement polygénétique. Et je pense que c'est logique, en fait, parce qu'il faut préciser que la production de la parole, c'est extrêmement complexe. Donc, on parle, là, si je résume ça grossièrement, c'est des neurones dans notre cerveau qui envoient des signaux pour que les différentes aires qui sont impliquées dans la production des mouvements de la parole se mettent en marche. Puis dans ça, il y a tous les muscles qui contribuent à parler. Donc, les lèvres, tous les articulateurs dans la bouche, tout ça. Et il y a les émotions qui viennent jouer, qui sont aussi dans la neurochimie de notre cerveau. Donc, et on dit aussi que la production de la parole est probablement la chose la plus complexe que les êtres humains font. Donc, c'est normal qu'il y ait plusieurs gènes impliqués. Là. Et c'est surprenant même qu'il n'y ait pas plus de gens qui bégaient. Oui. D'ailleurs, je l'ai déjà entendu de la part de scientifiques dans des podcasts. Peut-être que c'était même Drainer lui-même qui disait que c'était surprenant qu'il n'y avait pas plus qu'on observait pas plus de problèmes que ça, compte tenu de la complexité du développement du langage. J'aimerais ça maintenant qu'on se penche, on en a parlé un peu tantôt, mais sur les fameux facteurs environnementaux. Est-ce qu'il y a des études qui se sont penchées sur ces facteurs-là? Il y en a énormément parce qu'à une certaine époque, les spécialistes croyaient que l'environnement familial avait un grand rôle à jouer, puis même à une certaine époque très lointaine, la théorie s'appelle diagnosogenic. C'est Johnson, je pense, si je ne me trompe pas, l'auteur Johnson. À une certaine époque, les spécialistes croyaient que le bégaiement était une altération qui était modélisée, c'est-à-dire que un enfant voyait une personne qui bégayait ou il se mettait à l'imiter, puis là, bon, c'était presque contagieux, genre. Mais ces études-là ont été démenties, heureusement. Là. Je me rappelle, quand j'étais au secondaire, ça m'avait tellement marqué, là. J'avais 13-14 ans, puis il y a une professeure qui m'avait dit... parce que je voulais faire un travail sur le bégaiement, puis il y a une professeure qui m'avait dit ah oui, je sais pas si tu savais, mais ça peut se transmettre par imitation. Donc, si le parent bégaye en face de son enfant, mais l'enfant va apprendre que la parole, c'est bégayer. Puis j'avais fait des gros yeux. Ah oui? Puis comme c'était ma professeure, j'avais pris ça pour du cash. Bref, ça m'a fait penser à ça. Oui, puis en français, là, dans le fond, là, c'est diagnosogénique dans les années 50 par Johnson. Puis il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu des hypothèses de bégaiement, là, tu sais, freudienne, entre autres, là, que c'était la faute de la mère, que c'était vraiment très psychologique. C'est ça aussi, je pense, ce préjugé-là qui existe encore aujourd'hui, que c'est vraiment le bégaiement est dû à des causes psychologiques. Là. Ça reste ancré, mais c'est que c'est des anciennes théories qu'il y avait, tu sais, que maintenant, justement, avec toutes les connaissances en génétique, on se rend compte qu'on porte plus attention à ça que l'environnement. Là. Mais est-ce que tu voulais continuer, Jean-François, pour l'environnement? Bien, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, donc, je pense que c'est bien de dénoncer ces anciennes théories et hypothèses-là. Et je pense que c'est important de déculpabiliser les parents ou le milieu familial. Je n'ai pas consulté spécifiquement les études épidémiologiques sur les facteurs environnementaux, mais ce que j'ai vu et entendu lors de conférences, c'était que les spécialistes ont cherché et n'ont pas encore trouvé de facteurs environnementaux qui étaient vraiment clairs que telle attitude ou tel comportement ou tel choc pouvait prédisposer ou pouvait déclencher le bégaiement. Donc, la génétique n'explique pas tout, mais on est encore à la recherche de ces facteurs environnementaux-là.
Tu parlais d'études sur des jumeaux monozygotes tantôt. Oui. Donc, parfois, il y a des jumeaux identiques. Il y en a un qui bégait, l'autre non. Et qu'est-ce qui explique ça? Ben, il faut comprendre que les jumeaux identiques ont le même bagage génétique. Si le bégaiement était un trait génétique mendélien classique, genre fibrose kystique, par exemple, si un individu d'une paire de jumeaux identiques a la fibrose kystique, c'est certain à 100% que l'autre jumeau identique va également être atteint parce qu'ils ont exactement le même bagage génétique. Dans le cas du bégaiement, ça varie énormément d'une étude à l'autre. On parle de 40 à 80% de chance, qui est énorme comme variation, comme barre d'erreur. Ça dépend de la qualité des études, de l'évaluation des enfants, du diagnostic. Bon, tout ça, pourquoi il y a une telle variation, je ne peux pas l'expliquer, mais 40 à 80%, c'est tout de même beaucoup plus fort que le bégaiement sporadique général que l'on retrouve dans la population, qui est de l'ordre de 1 à 2%. Fait que s'il y avait 0 facteur génétique, on se serait attendu que un jumeau identique qui bégait, ben son frère ou sa sœur, il y aurait eu 1 à 2% de chance seulement de bégayer si c'était 100% environnemental. Donc, c'est clair que la génétique a un rôle à jouer, pas 100%. Mais à quelque part entre 40 et 80%, je dirais. Donc, si je comprends bien, le 60% restant ou le 20% restant seraient des facteurs environnementaux. Oui. Par contre, comme c'est des jumeaux identiques, on peut supposer qu'ils sont dans le même environnement, donc ils ont les mêmes parents, dans la même maison. Oui. Qu'est-ce qui pourrait jouer d'abord comme facteur? J'en ai aucune idée, puis c'est pour ça que c'est difficile d'identifier ces facteurs environnementaux-là, parce qu'il y a eu énormément d'études. Je pense que les chercheurs se sont penchés là-dessus, puis ils n'ont pas encore trouvé. Par contre, avant le début de l'enregistrement, Judith expliquait que même s'ils ont le même bagage génétique, il y a peut-être des enfants qui réagissent plus. Peut-être que l'épigénétique là, de leur naissance au début de la parole est différente de leur jeune frère ou de leur jeune sœur et qui font que s'il arrive une hésitation lors du langage, ça va avoir un plus grand impact que si leur jeune frère ou leur jeune sœur, il leur arrive la même situation. Peut-être que le parent va réagir différemment aussi avec l'enfant et que là, ça va peut-être être une petite cascade qui va faire en sorte qu'il y a un des deux jumeaux où ça va persister, l'autre, ça ne persistera pas parce qu'il aura vécu des expériences un peu différentes ou qu'il y aura une réactivité différente qui va être due au fait que même s'il a le même bagage génétique, il a sa personnalité, mais il est un petit peu différent aussi. Donc, mais c'est pour dire que à quel point c'est subtil comme différence. Donc, on pourrait dire que leur environnement externe est le même, mais de par leur tempérament, que leur impression, que leur interprétation de leurs parents est différente. Donc, c'est là qu'il y a les facteurs environnementaux. Oui, puis l'environnement, c'est large. Hein? Dans le sens que tu as beau être dans la même maison, mais pour plein de... Tu sais, la relation parent-enfant n'est pas la même d'un enfant à l'autre. L'enfant lui-même a des variations par rapport à son frère ou sa sœur identiques. Là, si on parle de jumeaux identiques, là. Chacun a un tempérament différent, une réactivité à leur environnement qui est différente, un niveau langagé aussi qui est différent. Ça, encore là, on ne le sait pas exactement, mais on pense que pour certains cas de bégaiement, bien, l'enfant, des fois, il y a un décalage entre son développement langagier qui peut être très, très fort. Il y a des enfants qui bégayent qui ont un rapide développement langagier, mais qui est retardé avec un système moteur au niveau de la production des sons qui est un petit peu en retard. Fait que l'espèce de décalage chez cet enfant-là aide pas, en fait, on parle toujours de réorganisation du cerveau, là, à pas bégayer. Donc, tu sais, c'est tellement multifactoriel, là, c'est ça qui est complexe. C'est comme si là, on commence à comprendre un petit peu plus le portrait global, la génétique, ça devient un peu plus clair. On dit, OK, je pense qu'il y a une bonne partie du bégaiement qu'on peut expliquer par la génétique, mais il y a d'autres parties qui ça reste quand même très, très, très spécifique d'une personne à l'autre. Donc, au niveau personnel, tempérament, les émotions, l'environnement, c'est aussi
par rapport aux émotions du parent, par rapport à la vision du bégaiement dans la maison, par rapport à... Justement, tu sais, des fois, c'est ça, des parents sont tellement anxieux quand l'enfant commence à bégayer que nous, concrètement, ce qu'on peut dire en rencontre, en clinique, c'est d'essayer justement de diminuer ces émotions-là, de dire, on écoute l'enfant, on essaie d'accueillir le bégaiement le plus possible, de le tolérer, d'écouter ce que l'enfant dit, pas juste de se fier à comment il dit au bégaiement, mais d'écouter ce que l'enfant dit, de laisser du temps dans les tours de parole, de parler plus lentement, que l'adulte parle plus lentement, de poser moins de questions. Tout ce genre de stratégies-là, en fait, on appelle ça des stratégies environnementales qu'on va montrer aux parents pour que l'enfant se développe le plus possible dans un environnement qui est favorable à la fluidité. Donc, ça laisse plus de temps, en fait, à l'enfant pour parler dans un environnement qui est plus relax, qui sent que le bégaiement est accepté et toléré. Et ça peut pas nuire, en fait. Puis moi, souvent, je leur dis, mais ça peut aider autant. L'enfant, il va se sentir mieux quand il parle parce que le bégaiement est accepté et tout ça. Mais encore là, on ne sait pas à quel point le fait de faire ça va faire en sorte que le bégaiement va vraiment récupérer ou persister. Ça, c'est encore des choses qu'on ne sait pas. Mais c'est sûr que nous, en clinique, on essaie beaucoup de... Moi, ce que je vois, en tout cas, c'est que les parents, ça fait du bien d'avoir ce genre de discours-là parce que ils peuvent faire quelque chose, l'enfant, il est bien là-dedans, c'est plus... l'environnement familial est vraiment plus positif par rapport au bégaiement. Donc, c'est juste que c'est super... Ça peut pas nuire, ça, c'est sûr, c'est certain. Donc, c'est ça. Mais ça reste que, tu sais, en gros, c'est complexe, le développement du bégaiement, c'est multifactoriel, puis... Ça va prendre encore, je pense, plusieurs années avant qu'on y voit encore plus clair. Donc, avec les connaissances qu'on a à ce jour, on peut affirmer que si les parents mettent en place des stratégies pour que l'environnement soit plus favorable, ça peut aider que ça persiste ou non, mais on ne peut pas affirmer « Ah, si les parents avaient fait telle ou telle chose, le bégaiement n'aurait pas persisté. » Donc, on ne peut pas dire ça. En fait, c'est que ça rend tellement les parents coupables. Ou l'adulte, ça le rend coupable. S'il bégait adulte, j'aurais donc dû faire ça quand j'étais petit, ou j'aurais donc dû demander à mes parents de faire telle chose. Fait que, tu sais, c'est qu'on fait du mieux qu'on peut avec les connaissances qu'on a. Puis c'est sûr que quand l'enfant commence à bégayer, souvent c'est entre 2 et 4 ans, là, c'est sûr que ça vaut la peine de consulter, surtout si l'enfant est pas bien là-dedans. Tu sais, un enfant il y en a là, à 3 ans qui vont dire « Oh maman, c'est dur de parler, tout ça. » Mais là, c'est sûr qu'on peut faire quelque chose. Puis j'encourage les gens à aller consulter pour aider l'enfant qui a de la difficulté ou si le parent est anxieux par rapport au bégaiement. Ça vaut la peine d'aller consulter pour essayer de mieux vivre avec ça parce que c'est pas le fun d'être très anxieux à tous les jours parce que son enfant bégaye, tu sais. Pour clore cet épisode, Geneviève et Jean-François, en tant que personne qui bégaye, qu'est-ce que tout ce qu'on a parlé aujourd'hui signifie pour vous? C'est moi qui commence? Oui, tu peux commencer. Ça a permis de jeter des bases sur des connaissances qui font en sorte que le bégaiement n'a pas de cause psychologique là, majeure. Là, dans la majorité des cas, dans bien des cas, on a des variations dans nos gènes qui font en sorte que notre susceptibilité va être augmentée. Donc, je crois que ça a tendance à déculpabiliser les personnes qui bégayent. On est avec ça, mais il ne faut pas être fataliste non plus. Les orthophonistes sont là pour nous aider. Et je souhaiterais que cet épisode-là, puis qu'on parle de bégaiement en général, que ce soit moins un sujet tabou, puis que les gens en parlent dans les familles, avec nos collègues de travail, avec nos amis, pour ne plus que ce soit un sujet tabou. Et je pense que de parler de génétique, c'était une bonne occasion justement de déculpabiliser, de dire oui, il y a peut-être clairement dans bien des cas des bases génétiques. Ça ne nous empêche pas d'intervenir puis d'être heureux puis de se développer à son plein potentiel. Pour moi, sur le plan plus personnel, j'ai longtemps pensé que le bégaiement, c'était entièrement ma faute, que je bégayais parce que j'étais pas capable de me gérer, tu sais.
Même que, comme j'ai raconté dans un épisode précédent, mais j'avais consulté en psychologie. Puis le psychologue avait jamais parlé de ces aspects-là, probablement parce qu'il savait pas, mais il avait fait le traitement, la manière qu'il traitait cette information-là, donc que je bégayais, c'était entièrement axé sur l'histoire familiale, relation avec mes parents, des choses comme ça. Donc, c'était ancré en moi vraiment que je bégayais parce qu'il y avait un problème dans la relation avec mes parents, parce que j'étais stressée, pas capable de me gérer. Donc, de savoir qu'il y a des choses qui sont dans mon corps, simplement, qui ont fait en sorte que je bégayais, c'est comme, ça me déculpabilise moi, ça déculpabilise mes parents aussi, parce que j'ai longtemps pensé que partiellement, c'était de leur faute, tu sais, ce qui est horrible pour eux, là. Donc, c'est ça me fait voir, ça fait que je relativise plus. Parce que je me dis, j'ai un gabarit, si on veut, puis mon cerveau fonctionne différemment qu'une autre personne. Il y a plein d'autres trucs qui ont fait en sorte que je bégayais. Puis là, je comprends de plus en plus que la psychologie a une influence quand on bégaye, oui, dans le sens que quand je suis stressée, oui, ça fait que je bégaye plus parfois non. Mais que la source du problème est certainement pas psychologique. Ouais, c'est ça. Puis t'en as dans ta famille. Oui, donc, d'où là, oui. l'idée de dire, tante la génétique qu'on parle aujourd'hui, OK, mais moi, dans ma famille, j'en ai. Donc, c'est ça. C'est moins de ma faute, entre guillemets. Là. C'est pas de ta faute. C'est ça. C'est un petit peu ça, de dire, c'est dans ma famille. C'est comme ça. Puis en même temps, je sais que je peux faire des choses pour me sentir mieux dans ma parole. Puis... Comme on a dit tantôt, c'est pas parce qu'on a les gènes ou autre chose que c'est fatal, là, puis que je peux plus rien faire, mais en même temps, je trouve que ça m'enlève un poids, tu sais. Merci beaucoup, Jean-François, pour le podcast aujourd'hui. Super intéressant sur la génétique et le bégaiement. Oui. Donc, merci à toi, Jean-François. Merci à vous deux.